Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette semaine, je reçois Meng Wang. Meng est improvisateur et fait notamment partie de la compagnie des Smoking Sofa, dont le spectacle Histoire de famille est à l'affiche à la Folie Théâtre. J'ai adoré cette discussion avec Meng, qui m'a parlé de son parcours, de la manière dont on construit un spectacle d'improvisation et ses personnages, de ce que lui apporte cette discipline passionnante au quotidien, de comment être plus créatif, et il m'a aussi rapporté plein d'anecdotes qui, je suis sûre, vous plairont aussi. Et Meng m'a également parlé de plusieurs concepts, dont celui du réalisme magique. Très intéressant, vous verrez. Que vous soyez improvisateur ou non, je suis sûre que ce moment avec Meng vous plaira. Bon, en tout cas, je l'espère. Alors, bonne écoute. Salut Meng. Salut. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui. Alors, moi, je m'appelle Meng. Moi, je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Smoking Sofa. C'est une compagnie d'improvisation. Et moi, du coup, dans la vie, je suis comédien, improvisateur et aussi formateur en impro. Ok. Et c'est quoi ton parcours ? Ah oui, ça va être compliqué. Tu veux commencer par quoi ? Et justement, il paraît que tu n'as pas commencé tout de suite par le théâtre. En tout cas, tu n'en as pas fait ton métier tout de suite. Donc, comment ça s'est passé ? Comment t'es passé d'un métier classique au théâtre ? Et comment tu t'es formé à ça ? Effectivement, moi j'ai commencé en tant que développeur de jeux vidéo. Le poste, c'est game designer, concepteur de jeux. Et j'ai travaillé chez Ubisoft. J'ai commencé mon métier là-bas. Et à ma première année de boulot, quand je suis arrivé à Paris, donc ça c'était en 2008-2009, j'ai fait un premier cours d'impro et ça m'a parlé tout de suite. Moi j'ai l'impression d'être tombé dans une espèce de drogue dure, c'est devenu une addiction. Et je suis devenu addict et petit à petit, moi j'ai fait de plus en plus d'impro et au bout d'un moment, donc au bout de à peu près 10 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier, quoi. Ok. Et comment tu t'es formé ? Tu as fait plusieurs écoles ? Est-ce que tu as fait une école professionnelle, plusieurs écoles amateurs ? Il n'y a pas vraiment d'école professionnelle en impro aujourd'hui. Il y en a une, remarque, il y a l'école ProDE, c'est juste eux en fait ils vont gérer dans des classes des acteurs, des actrices qui ont vocation d'être professionnels ou qui sont déjà professionnels. En gros, la différence pour moi principalement, c'est que c'est pas des cours du soir qui sont des cours un peu plus loisirs, c'est des cours en journée. Okay. Donc on peut s'imaginer que quelqu'un qui a un métier de bureau la journée ne peut pas faire un cours d'impro en journée, quoi. Donc ceux qui ont un planning plus aménageable peuvent faire ça. Donc non, moi j'ai pas fait d'école professionnelle parce qu'il n'existait pas vraiment. Moi j'ai fait une école qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle la Talisman Compagnie. D'accord. Avec un prof qui s'appelle Faisal Ben Barmed, un super comédien, il fait plus d'impro aujourd'hui. Mais c'est un peu mon papa d'impro, donc je le remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment fait découvrir un monde totalement nouveau. Et puis très rapidement, moi ça m'a vraiment pris moi j'étais vraiment pris par une passion en fait. Et très rapidement j'ai fait un autre cours, puis j'ai monté une troupe, puis j'ai senti qu'au bout de 2-3 ans, je crois que j'avais déjà 3 projets d'impro, genre 2 cours et une troupe, et de temps en temps un autre groupe des gens avec qui je jouais. Mais en fait, je crois que depuis que je fais de l'impro, chaque année, j'en fais un peu plus. Et finalement, ça m'a amené à en faire mon boulot, quoi. Et au départ, donc, tu as monté tes premières troupes alors que tu avais ton boulot à plein temps, ou tu les as montées après avoir quitté ton job ? Non, en fait, c'est une histoire très très technique et très précis. Au début, ce que je faisais, c'était des cours, donc une fois par semaine, un peu comme des gens qui vont faire un cours de salsa ou cours de poterie ou des choses comme ça. Oui. Et au bout d'un moment, le modèle qui se fait parfois, c'est que tu fais ce cours. C'est rare des cours à Paris qui durent plus de 3 ans en général. En général, c'est un cycle de 3 ans et quand tu finis, l'école ou le prof ou la prof ou les profs estiment que t'as plus trop de... Enfin, ils ont plus trop de choses à t'apprendre. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre école, par exemple. Là, on a une 3e année qui s'ouvre, mais on sait pas si il y en aura une 4e, je pense pas. Et du coup, à la fin de cette école-là, soit tu trouves une autre école, soit il y a beaucoup de troupes qui vont former leur troupe.
beaucoup de groupes qui ont formé leur troupe. Et du coup, cette troupe-là, c'est plus ou moins la continuité du groupe de ton école. D'accord. Sauf que t'as plus de profs tous les soirs, enfin toutes les semaines pour t'encadrer. T'as plus forcément le même prof. C'est plus à toi de t'organiser pour les spectacles et tout ça. Et c'est un autre modèle de vie. Et c'est là où tu voles de tes propres ailes et parfois tu tombes et tu te casses un peu la gueule parce que c'est dur. C'est plus dur de gérer, de vivre en troupe qu'en cours, quoi. Oui, donc pour répondre à ta question initiale, pendant que j'étais encore chez Ubisoft, ouais, j'avais déjà monté une troupe, deux troupes. Ok. Et voilà, la vie en groupe de cette façon-là. Et qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui a fait que tu as eu envie de lâcher ce job pour être à plein temps là-dedans ? Il y en a eu plusieurs, en fait. Je pense que c'est un concours de circonstances de plusieurs choses. Mais le premier souvenir, le premier déclic que j'ai eu, c'est que je commençais déjà en fait à faire beaucoup de stages, à participer et après en donner. Mais c'était un stage en participant que j'ai fait à l'époque à Strasbourg. Je me rappelle de ce truc-là. J'avais pris une chambre dans un petit hôtel comme ça pour le week-end. Et on fait une première journée de stage et c'est vraiment magique. Le groupe est super. Je joue avec des comédiens et des comédiennes. À l'époque, c'était le Théâtre de l'Oignon. D'accord. Maintenant, ils sont devenus la Carpe Haute, pas mal de comédiens, et aussi Impro Alsace. Et c'était vraiment des gens super, avec aussi d'autres gens qui viennent d'autres villes, voire d'autres pays. Et c'était un stage avec une formatrice qui venait de Chicago, d'un groupe qui s'appelle Impro Olympique. Et c'était très chouette, on nous apprenait la philosophie de l'impro à l'américaine. Et c'est rigolo parce que l'impro à l'américaine, je sais pas si tu sais un peu, mais c'est l'esprit hippie, 68 arts et tout ça. C'est de l'impro, entre autres développé fait par des gens qui ont pris beaucoup de drogue. Donc tu sens un peu ce côté-là. En tout cas, tu le sens dans le côté esprit d'équipe et tout ça. Moi, je prends pas du tout de drogue, mais il y a quand même ce côté peace and love dans l'impro. Et moi, je passe cette journée, première journée géniale, et je me rappelle cette sensation je me réveille dans l'hôtel, un peu avant, parce que j'étais peut-être trop excité ou trop content de ma journée, et je me suis dit, waouh, cette journée était dingue, et si, au lieu de vivre cette journée-là une fois par an, c'était un peu le rythme de l'époque, je le vivais une fois par trimestre, une fois par mois, donc beaucoup plus souvent que ça, quoi. Donc la première fois que ça m'a fait tilt dans ma tête, parce que quand j'ai commencé l'impro, c'était pas du tout pour en faire mon métier, c'était vraiment juste par plaisir. Et c'est la première fois où je me suis dit ça, mais c'était vraiment en mode c'est rigolo, mais c'est ridicule comme idée, ça arrivera jamais. Et ça, je pense que ça devait être 4 ou 5 ans avant vraiment que je saute le pas, quoi. Mais il y a quand même eu vraiment ce déclic, et je me suis rappelé de... c'est souvent on dit dans le coaching que tes décisions, tes actions, tu les mènes à cause de tes émotions, des expériences émotionnelles que tu vis. Bon, j'ai appris ça des années plus tard, mais quand j'y repense, je me dis ah oui, là c'était vraiment le moment émotionnel qui m'a orienté vers cette décision, quoi. Génial. Et donc tu as choisi de faire de l'impro directement et pas du théâtre pur. Pourquoi ? Alors si je dois tout expliquer, je crois que c'est parce que moi quand j'étais petit, j'étais vraiment intéressé par le monde de l'humour. Oui. Moi je suis né en Chine et je suis arrivé en France quand j'avais 11 ans. Et en Chine en fait t'as déjà une forme de théâtre basée sur l'humour qui est un peu le stand-up tel qu'on le voit ici. En Chine, donc ils pratiquent le stand-up, mais c'est une pratique qui existe depuis des siècles, quoi, des centaines d'années. Et du coup t'as un peu presque comme nous en pièces de théâtre classique, t'as les Molières. En stand-up chinois, t'as presque des pièces de théâtre classiques, c'est des petites scènes, tu vois, de 10 minutes, 15 minutes. Mais t'as vraiment des gens qui jouent ces pièces de génération en génération. Et moi, quand j'étais petit, j'étais assez fan de ça. Et je crois que la première fois qu'on me posait la question de qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, quand j'avais 7 ans, j'avais dit, je veux faire le gars qui fait ça, quoi. À l'époque, ma mère m'a dit, c'est ridicule, enlève-toi cette idée de la tête. Et après, mes parents, quand on arrive en France, évidemment, c'était un rêve qui est vraiment très très loin. Nous, mes parents sont immigrés, moi je suis immigré et enfant d'immigrés, donc mes parents sont pas du tout dans le domaine artistique et j'avais aucune idée qu'on pouvait vivre de ça.
Mais j'étais quand même assez fan du contenu, tu vois, de ça. Donc je regardais à l'époque, je sais pas quel âge toi tiens, moi je suis né dans les années 80, donc moi je suis né en 80 même, donc moi c'est l'époque Jamel Debbouze, Eric Ramsey, notamment la série H, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Les premiers spectacles de Gad Elmaleh, les premiers spectacles du Jamel Comedy Club, ça me parlait beaucoup. Et à l'époque là, je connaissais pas du tout l'impro, mais quand j'ai commencé à regarder un peu ces choses-là en cassette, donc ça remonte un peu, et en DVD, ben j'avais découvert que Jamel Debbouze, lui, comme on le sait, il a commencé par de l'impro, et du coup tu voyais ces courtes vidéos de lui qui faisait un truc, et moi ça m'a popé un peu dans la tête de ah tiens c'est marrant cette idée de tas d'impro, qu'est-ce que c'est, etc. Et plus tard du coup j'ai rencontré mon fameux papa d'impro, Faisal Ben Barmen, qui était en fait le chéri d'une amie. Et je le rencontre quand ils font leur crémaillère en fait. Et moi j'ai une théorie qui est que toutes les personnes, enfin une théorie maintenant, à l'époque j'avais pas cette théorie, toutes les personnes qui sont de très bons improvisateurs ou de très bonnes improvisatrices sont vraiment des personnes géniales dans la vie. Enfin moi c'est ce que j'ai vérifié maintenant empiriquement. Et ben lui c'est vraiment le cas. Donc tu passes une soirée avec lui, t'as envie d'être son meilleur pote, tu vois. Et une personne solaire, hyper souriante, qui s'entend bien avec tout le monde, qui va vers les gens. Et moi, du coup, j'ai appris que lui, il était improvisateur. Et moi, je pense qu'il y a un côté qui m'a attiré dans le monde de l'humour et de l'impro, mais alors que moi, je savais même pas du tout ce que c'était l'impro, j'avais jamais vu de spectacle d'impro. Donc, comme j'ai su qu'il était improvisateur, je lui ai posé la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui donne des cours d'impro sur Paris? Il me dit, nous, on vient d'arriver à Paris, mais si tu veux, dans quelques mois, je vais commencer un cours. Et tu peux être mon premier élève. Donc c'est venu comme ça. Sauf que le un mois, c'était pas quelques mois, mais c'était plutôt un an. Donc j'ai pris mon mal en patience, et puis voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris ce premier cours, et c'est devenu la drogue dure tout de suite, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, du coup, l'improvisation? Plein de choses, je pense. Moi alors je connais pas trop les définitions, tu sais, maintenant il y a plein de définitions sur introverti, extraverti, timide, pas timide. Des fois on dit les gens timides sont pas introvertis, enfin c'est pas la même chose. Ouais. Moi je pense que j'ai vraiment plus tendance à être introverti, c'est-à-dire j'aime bien être avec des gens, mais il y a des fois où j'ai besoin d'être seul. De base, je vais pas spécialement vers les gens. Si tu veux me torturer et m'extorquer une information, tu peux juste m'obliger à aller dans une soirée où je connais personne et me poser dans la soirée. Ça sera le pire moment pour moi. Bon, on le sait, si on veut une information, on fera ça. Exactement. Et je pense que j'avais encore plus ce côté-là avant, donc je pense que moi je me trouvais timide, je me sentais assez timide, quoi. Et je pense que l'impro ça m'a apporté notamment ce truc-là, qui est qu'au final je pense que tout le monde en fait peut se sentir introverti. Tout le monde peut se sentir assez timide, et notamment des situations que tout le monde a vécues, mais quand t'es jeune tu penses que t'es le seul à les vivre. C'est des situations du genre il faut que tu parles devant des gens, il faut que en cours tu fasses ton exposé, il faut plus tard quand tu grandis, quand tu fais ton stage, quand tu fais tes premières missions professionnelles, tu dois animer une réunion, tu dois parler devant des gens. Moi je pense un peu comme moi à l'époque j'étais très mal à l'aise pour faire ça, et je pense comme pas mal de gens. Mais en fait, au final, l'impro, ça m'a soigné, je pense, de cette anxiété-là, de ce stress-là, en fait. Mais justement, c'est fou d'avoir choisi l'impro, parce que pour quelqu'un de timide, monter sur scène, c'est déjà stressant quand t'as préparé une pièce avec un texte précis, etc. Et là, tu montes sur scène sans savoir ce que tu vas jouer. Comment est-ce que tu vis ça avant de monter sur scène? Je vais même te dire, moi qui suis plus dans l'impro, je suis beaucoup plus stress quand je suis dans l'autre domaine, qui est je dois prendre un texte et je dois jouer un texte, parce que là il y a une notion de si tu oublies ton texte, si tu bafouilles, si tu dis quelque chose qu'il faut pas dire, typiquement si nous on joue une scène tous les deux, moi j'ai notamment le stress de si je dis une connerie, déjà ça me casse un peu moi dans mon jeu, mais à la limite avec l'impro j'ai un peu une carapace qui est que je sais que je vais m'en sortir, mais par contre je me ferai du souci pour toi. Tu vois, je me dis je vais rater ma réplique, Sacha derrière qu'est-ce qu'elle va faire, ça va la mettre dans l'embarras, et c'est compliqué. Donc moi par exemple j'ai commencé le stand-up il y a quelques mois, et je me rends compte le niveau de stress que j'ai quand je suis en stand-up ou en impro, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Ah c'est vrai? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Du coup moi je suis beaucoup moins stressé
quand j'ai pas de texte que quand j'ai un texte, en fin de compte. Donc, c'est pas évident à gérer, mais ça met du temps, mais maintenant, c'est un peu comme le vélo. En tout cas, dans les moments où je suis bien, quand je suis avec ma troupe, Smoking Sofa, ou avec une autre troupe, ou avec un autre groupe, avec des gens que je m'entends bien, ben, je suis assez détendu, je suis vraiment très détendu, et il n'y a pas du tout de stress de l'inconnu, quoi. En fait, le stress de l'inconnu, pour moi, je pense maintenant, vient du stress du résultat. Donc, il y a un peu un côté de, ah mince, on a passé un accord avec le public. Par exemple, on dit, ben, dans cette scène-là, il va se passer ça. Chose qu'on fait jamais, qu'on fait rarement, en tout cas. Ben, c'est là où, parfois, le stress, il va venir parce que tu vas entrer dans ton cerveau et tu vas faire un truc. Or, en fait, il y a un côté vraiment excitant dans l'impro, une manière de jouer qui peut être aussi que mais tous les deux on monte sur scène, on se regarde dans les yeux, on sait pas ce qu'on va jouer, mais on va découvrir ce qu'on va jouer. Et cette notion de découverte, elle est vraiment très intéressante. Parce que sinon, on va dire la 100% de la découverte, c'est vraiment intéressant. Parce que sinon, il peut aussi avoir un petit côté je dirais si je prépare mentalement en fait ce que je vais jouer, mais c'est un peu comme si j'improvisais pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu comme si, en fait, au lieu d'apprendre ton texte pendant une semaine, ben, ton texte, tu l'as pris 2 secondes avant et tu y vas. En fait, c'est toujours un peu cette notion de résultat, en fait. Tu vas arriver et tu vas vouloir faire quelque chose et tu vas arriver à un point précis. En général, en impro, très très souvent, ça te met dans un état qui est pas l'idéal. Mais par défaut, tu te mets souvent aussi dans ce moment-là parce que ton cerveau, il te prépare à ça. Tu vois, ton cerveau, il va te dire... Ok, Meng, pour dire la phrase qui percute, dis cette phrase-là. Donc de temps en temps, tu as le droit de faire ça, mais c'est un combat presque perpétuel entre mon cerveau va me donner envie de préparer des choses et moi, je dois trouver des tricks pour gérer ça. C'est un peu, tu sais, comme les gens qui procrastinent, c'est mon cas, les gens qui ont des tendances à procrastiner, ben, en fait... ton cerveau, c'est un connard qui te pousse à procrastiner. Et bien, du coup, il faut que tu trouves des solutions pour déjouer les pièges de ce connard. Très clair comme image. Et justement, donc tu disais que donc t'aimes bien te sentir à l'aise avec ta troupe, etc. Mais du coup, en impro, j'imagine que parfois tu joues avec des personnes que tu connais pas forcément. Tout à fait, ouais. Et comment est-ce que tu appréhendes ça? Déjà, est-ce que c'est plus difficile que jouer avec ta troupe? Et comment est-ce que, je sais pas, vous faites des jeux avant de jouer, vous apprenez à vous connaître un petit peu, comment ça se passe? Oui, il y a ça. Déjà sur l'état, on va dire, c'est un paradoxe et c'est assez intéressant En fait, il y a cette partie où tu te dis, ah mince, cette personne, je la connais pas, qu'est-ce que ça va donner? Mais en même temps, c'est excitant aussi, tu vois. C'est un peu comme, des fois, si t'es avec tes potes ou si t'es en couple, quelqu'un va te dire, ce soir, on va faire un truc de ouf, mais je te dis pas ce que c'est, tu vois. Donc, si c'était tous les soirs, peut-être qu'au bout d'un moment, ça sera fatigant, mais de temps en temps, c'est hyper cool, quoi, tu vois, de dire, ok, je vais me laisser porter, je vais découvrir. Pour le coup, c'est presque la vraie excitation de l'impro, c'est le saut dans le vide, quoi. Après, nous, on aime beaucoup aussi jouer entre nous, parce qu'on reste aussi des comédiens et des comédiennes, et il y a du travail, il y a des codes qui sont communs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu joues avec des gens que tu connais pas, pour moi, l'essence de l'impro, c'est aussi comment tu découvres ce qui se passe sur le moment, et si tu découvres ce qui se passe sur le moment, en général, tu vas le faire en étant vraiment en collaboration avec des gens. Donc en fait, c'est peut-être on va dire la discipline où tu travailles le mieux, où tu travailles le plus, en tout cas, le jeu d'équipe. Parce qu'en fait, nous, on n'a jamais joué ensemble, Sacha. Si demain on devait jouer ensemble, et qu'on a pratiqué beaucoup cette discipline d'impro, en tout cas, dans la manière de découvrir ce qui se passe, on va arriver en général facilement à jouer ensemble. Parce que tout ce qu'on travaille, c'est l'entente. Et c'est un retour que j'ai souvent d'ailleurs. C'est que parfois, je joue avec des amis ou des gens comme ça. Parfois, par exemple, je joue avec des gens. C'est arrivé récemment, par exemple, avec une amie qui s'appelle Céline Le Sage. On est improvisateurs tous les deux. On s'est connus dans l'univers du clown. Mais on n'avait jamais joué beaucoup en impro ensemble. Et du coup, là, on a fait un spectacle, un duo de 1 heure. On fait une pièce improvisée, c'est-à-dire tous les deux, on est sur scène pendant 1 heure et on raconte une histoire d'1 heure ensemble. Donc ça peut sembler un challenge assez gros et puis à la fin du spectacle, ça se passe très bien et les gens se disent ah mais vous avez vraiment une complicité sur scène. En fait la vérité c'est que
on a travaillé cette complicité, mais sans la travailler ensemble. On a travaillé chacun des techniques pour comment trouver la complicité avec quelqu'un. Et être dans l'écoute. Exactement. Ouais, okay. Effectivement, tu me parlais aussi de... Est-ce qu'on fait des jeux, d'échauffement, tout ça, où il y a ça, mais ça suffit pas, en fait, j'ai envie de dire. La partie jeu d'échauffement, ça te met dans un état qui fait que tu vas être plus à l'écoute, tu vas te calmer, tu vas te synchroniser sur le même rythme, mais le travail de fond, c'est quand même ce travail de je vais laisser la place à l'autre, je vais l'écouter, je vais rebondir sur ses idées, je vais même valoriser ses idées, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver une entente ensemble, quoi. Et justement, pour pouvoir te mettre dans cette écoute de ton ou tes partenaires, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène, une manière de te concentrer ? Mais pas trop, justement. Je crois que ce qui me caractérise, c'est que si, je crois que j'en ai un maintenant, en fait. Alors, je vais te dire pourquoi déjà je t'ai dit que j'en avais pas. C'est parce qu'en fait, c'est très très dépendant des conditions de jeu que tu as selon le théâtre, selon le spectacle que tu vas jouer. Tu vois. Nous, par exemple, pour t'expliquer tout le process, avant de jouer un spectacle Smoking Sofa, en général, on se retrouve 1 heure avant. Mais justement, quand tu joues un spectacle 30 fois sur un trimestre, nous on joue 3 fois par semaine en ce moment, Histoire de famille, quand tu joues autant de fois ce spectacle, il y a un peu des relâchements, donc tu n'arrives pas forcément 1 heure avant. Des fois tu arrives plus 40 minutes avant, des 5 minutes avant. 5 minutes avant, c'est vraiment chaud. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent arriver, on arrive à différentes heures, tu vois. Puis on se met en costume, on se prépare. Nous, dans Histoire de famille, il y a des petites choses à préparer qui sont genre, tiens, toi qui as vu le spectacle, tu sais, on pose 2 questions. On pose par exemple la question de à quelle génération on appartient, et en gros, quelle est notre relation de la famille. En gros, est-ce que je joue le petit enfant, est-ce que je joue le grand-père, est-ce que je joue le tonton, est-ce que je joue le papa, ce genre de questions. Ça, on peut pas le préparer. Par contre, on pose une question au public, et cette question-là, on l'a choisie à l'avance. Mais l'idée, c'est de choisir une question qui laisse assez de place pour que le public nous donne des réponses variées. Donc par exemple, moi je vais poser la question ce soir de moi je fais un métier hors du commun, qu'est-ce que ça va être? Donc les gens vont me dire qu'est-ce qu'on m'a sorti récemment, je sais plus, t'es contrôleur, j'invente un truc n'importe quoi, c'est un truc que j'ai lu récemment. Il y a des gens qui sont des œnologues pour l'eau. Oh. C'est intéressant quand même, tu vois. Donc on me donne un métier comme ça à jouer, et moi ça va m'amuser parce que c'est un métier auquel j'aurais pas pensé. Tu m'étonnes. Mais la question, elle a quand même été choisie à l'avance, et je l'ai choisie avec soin parce que je veux aussi choisir une question qui va m'inspirer, quoi. Plutôt que arriver au dernier moment et bafouiller. Et aussi un travail, tu vois, de choisir la question en fonction de mes collègues. C'est-à-dire, moi, je vais dire, ce soir, je fais la question du métier, qu'on ne soit pas 2 à faire des métiers insolites. D'accord. Donc, si moi, je fais un métier insolite et que toi, tu joues ce soir, tu vas dire, tiens, moi, je vais demander... peut-être, j'en sais rien, quel est mon signe astrologique et qu'est-ce que ça dit de ma personnalité, par exemple. Parce que vous choisissez avant de monter sur scène les questions que chaque personnage va poser au public. C'est ça, ouais. Et l'idée, c'est aussi de dire, chaque spectacle, on va poser des questions différentes pour nous, pour avoir différentes choses à jouer. Donc ce soir, je vais poser la question du métier insolite. Demain, je vais dire, il y a une personne qui me fait peur dans la famille, qui ça va être, par exemple. Donc on a, je sais pas, chacun imagine sa question, on les a notées aussi quelque part pour faire ça. Mais ça, du coup, ça peut faire partie d'un petit rituel pour Histoire de famille. Mais je dirais chaque spectacle et chaque condition de spectacle va créer aussi un peu son rituel. Je sais qu'au théâtre, par exemple, dans certains projets théâtre, je sais pas comment c'est dans les tiens, mais on peut arriver, du coup, si on joue ce soir à 18h, il y a des fois, t'es là dès 14h. T'as 4 heures pour te préparer, parce que ne serait-ce que les gens pour être ensemble, etc. Après, je pense que selon justement dans quelles conditions tu joues, moi les comédiens que je connais souvent, ils ont pas trop le temps, c'est-à-dire ils jouent à 18h, ils vont arriver à 17h, et c'est déjà beaucoup d'efforts, quoi. Comme tu dis, des fois, même ils vont arriver plutôt un quart d'heure avant ou 10 minutes avant. Alors arriver 4 heures avant, si tu peux le faire, c'est super. Mais moi du coup, j'ai pas vraiment de rituel, sauf je me suis fait il y a pas longtemps. Je crois que maintenant j'aime bien sur le trajet, parce que je peux pas trop le faire une fois que je suis arrivé, parce qu'on communique, on se prépare. C'est un petit moyen aussi de se connecter, tu vois, juste de dire comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Mais le rituel que je me fais un peu perso, c'est sur mon trajet de métro, j'ai à peu près 30 minutes de métro. Je pense que j'ai une playlist sur Spotify qui me met en énergie, un peu d'excitation.
Donc c'est souvent du gros son, du rap ou des gros morceaux de rock. Donc écouter de la musique qui me met en énergie, c'est un petit rituel que j'essaie d'avoir, quoi. Ok. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous parler de Histoire de famille que tu joues en ce moment à la Folie Théâtre? Ouais, carrément. Mais c'est une création de spectacle. C'est un format qui me rend très fier, que la troupe a créé. On l'a créé il y a... Donc, je te disais tout à l'heure, faut que je recalcule. On l'a fait l'année du Covid. C'était juste avant le Covid. On a joué le spectacle pendant 3 mois et puis le Covid est arrivé. Donc, on l'a préparé en 2019. Ça s'est joué fin 2019 jusqu'à début 2020. Et c'est un spectacle d'improvisation chorale. C'est à la base ce qu'on appelle un long forme, donc un format long, une pièce improvisée, c'est-à-dire que c'est une histoire, une pièce qui dure 1 heure, et il y a plusieurs petites histoires qui vont s'enchaîner ensemble, et les petites histoires vont concerner différents membres d'une famille. Alors nous, on est du coup 7 comédiennes sur scène. On va chacun incarner un membre d'une famille que le public va choisir. Et puis on pose des questions au public sur différentes spécificités de chaque personnage. Chaque personnage a au moins un trait de caractère ou une information particulière à jouer. Et puis une fois que c'est parti, on emmêle tout ça. On joue des situations de chaque personnage, il y a des histoires qui vont se lier, il y a des histoires qui vont s'impacter les uns les autres. La particularité de ce spectacle, je pense que c'est on le joue avec une énergie très peps. Donc quand on joue des formats longs, on a plutôt tendance à être un peu plus calme, mais nous on apporte plus d'énergie à ce niveau-là. Et l'aspect principal du spectacle, c'est que c'est un spectacle choral, comme on est beaucoup. Donc on a beaucoup travaillé les structures de jeu de groupe, un peu comme dans le chœur antique du théâtre grec à l'ancienne. Et en fait, nous on a utilisé toutes les techniques à notre connaissance qui permettent de jouer en groupe. Tu vois, dans toutes les configurations, les tableaux qu'on peut faire. L'idée, c'est que ces éléments-là, on les a travaillés en répète, et puis en spectacle, ça va sortir de manière spontanée. Donc par exemple, tu vois, tu peux avoir un jeu choral très physique et sans parole. Tu peux avoir un aspect que nous on appelle troupeau, qui est en fait, on est tous un peu comme un être du même troupeau. C'est un peu comme si on était un banc de poissons, tu vois. Et on bouge ensemble, on bouge au même rythme, on fait les mêmes mouvements, on a la même émotion. Après, par-dessus ça, parfois tu vas ajouter de la parole, parfois tu vas faire une configuration qu'on appelle un peu plus un relais, qui est peut-être que toi tu es au milieu de la scène, le schéma le plus classique, le premier par lequel on travaille, ça peut être toi tu es une star de cinéma, et nous on joue tous tes assistants et tes assistantes, et on vient t'apporter chacun son truc. Donc là tu vois, c'est pas le même esprit que le banc de poissons, mais l'idée c'est toujours de dire comment on joue de manière collective en fait. Donc ce qui caractérise ce spectacle, je pense que c'est ça, c'est le côté fun et comédie. Donc l'énergie d'une comédie plus la partie jeu choral et jeu de groupe qui est très important pour nous dans ce spectacle. Et justement, on aurait tendance à dire qu'un spectacle d'improvisation, c'est de l'impro et que c'est pas préparé. Sauf que y a une structure que vous préparez, mais quelle est la part de ce qui est préparé en amont versus ce qui est vraiment improvisé, et comment est-ce qu'on crée un spectacle d'improvisation, comment est-ce qu'on répète? Déjà pour la partie préparée et la partie jouée, moi le comparatif que j'aime bien faire, c'est un peu comme dans du sport collectif. C'est-à-dire, moi je viens de Marseille, donc je suis un footeux. C'est pas si courant dans le milieu du théâtre. C'est vrai. Ouais. Et du coup, tu peux imaginer dans un match de basket ou un match de foot, ce qui se passe, c'est que eux ils s'entraînent tous les jours, c'est des athlètes. Donc ils s'entraînent non seulement pour avoir une condition physique, mais ils s'entraînent aussi avec des systèmes de groupe, avec des automatismes de groupe. Par exemple, tu vois, ils vont dire quand on va tirer à un corner, c'est cette personne-là, c'est ce jour-là en général qui va le tirer. On peut se placer de cette manière-là pour arriver à placer les gens de cette manière-là. Au basket, t'as ce qu'on appelle un peu plus des systèmes, où le coach, en fait, il va arrêter des gens, il va mettre un temps mort, il va dire, tiens, pour la prochaine action de jeu qui va durer 5 secondes, Georges, tu prends la balle, tu fais semblant de la passer à Cyril. Pendant ce temps-là, c'est plutôt Clémence qui va arriver derrière, Sandrine, tu vas lui faire un écran, et c'est Clémence qui va faire le tir. Tu vois. Et il dessine ça sur son petit tableau, il fait ça. Nous, ça peut être un peu plus des choses comme ça qu'on va travailler. Donc des configurations de groupe, des processus de jeu, notamment dans le processus choral, des moments où par exemple comment on va trouver une rythmique, presque une musicalité, tu vois, qu'est-ce qui se passe si on parle en même temps, qu'est-ce qui se passe si on réagit de la même façon. Il peut y avoir un jeu du genre, imaginons qu'on soit dans un groupe de 5, toi tu réagis en premier
par rapport à une situation, ben nous en fait on va tous copier ton émotion et on va tous l'amplifier. Donc c'est des systèmes en fait qu'on va travailler de cette manière-là. Et le jour du spectacle, ben on le sort avec la fluidité et sur le vif par rapport à on s'adapte en fait à ce qui se passe sur le moment présent. L'idée c'est pas de dire il y a ce truc-là, il faut absolument qu'on le fasse à ce moment-là du spectacle. D'accord. Ça c'est que pour l'intro, parce qu'il y a un petit discours d'impro et il y a un petit rituel de fin. Mais l'idée c'est que ça reste le plus vivant possible, parce que je pense que d'un point de vue déjà jeu, nous ça nous plaît pas en fait de préparer trop de choses. Et il y a aussi un côté qui est que ça se voit en fait. C'est tout bête, mais comme je te disais tout à l'heure, moi ça me met plus de pression à faire un truc qui est fixé, un texte qui est préparé, plutôt que sortir quelque chose sur le moment. Mais du coup c'est le travail qui fait que d'instinct tu vas pouvoir sortir ça. Ouais. Mais du coup ça veut dire que par exemple pour Histoire de famille, votre structure elle est mouvante. Elle est mouvante, ouais, tout à fait. Mais il y a plusieurs canevas qu'on peut mélanger de manière à l'intérieur. C'est par exemple la configuration que je t'ai donnée qui est toi tu es au milieu et des gens viennent un par un te donner un truc. C'est ce qu'on appelle un relais. Ouais. Et ça, on va le faire pas forcément à tous les spectacles, mais si on a envie, peut-être que là sur le week-end, sur les 3 représentations, ça va sortir à chaque fois. Ouais, quelqu'un va le lancer, quelqu'un va le lancer, on va le suivre. Exactement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est une personne va le lancer, on va reconnaître cette configuration et les gens vont le faire. Mais ça peut aussi arriver que quelqu'un lance ce motif de mouvement et puis en fait les autres ils peuvent même avoir une surprise ou parfois un couac qui fait que au final c'est pas la configuration qu'on a travaillé mais c'en est une autre. Mais nous on reste assez réactifs pour s'adapter. C'est aussi une opportunité pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs c'est cool si des fois il y a des opportunités qui se font sur le moment, quoi. Mais encore une fois ce qui compte c'est cette fameuse écoute qu'on va travailler et même je pense que dans chaque configuration ça peut être une nouvelle manière de travailler l'écoute, tu vois, c'est-à-dire tiens là dans cette configuration où on est tous en banc de poisson, c'est pas si facile de s'écouter parce qu'on se voit pas, tu vois. Donc ça va être une autre écoute qui est plus physique, qui est plus corporelle, qui est presque plus du 6e sens. C'est un peu mystique, mais tu vois, c'est autre chose, quoi. Ouais. Et sur les personnages que vous incarnez, typiquement sur Histoire de famille, donc c'est les membres d'une famille, est-ce que vous avez une batterie de personnages que vous travaillez avant ou est-ce que c'est vraiment tout le temps différent à chaque fois ? Je pense qu'on est dans l'idéal, on a envie de trouver des différences. D'accord. Mais j'ai l'impression que pas mal d'entre nous, et moi c'est mon cas, j'ai une ou deux manières différentes de faire cette catégorie de personnages. Typiquement par exemple, si je fais le vieux, moi j'ai une voix de vieux que j'aime bien faire et je vais partir souvent sur celle-là. Mais ça va être aussi les inspirations du soir qui va faire, est-ce que je suis plutôt un vieux monsieur très énergique, est-ce que je suis un vieux monsieur un petit peu bébête, est-ce que je suis un vieux monsieur aigri, est-ce que je suis un vieux monsieur très enthousiaste, au contraire très bienveillant. Donc ça part toujours d'une partie de quelque chose que tu connais déjà, enfin moi en tout cas c'est mon cas, et puis je le laisse influencer, diffuser par les circonstances du moment. Mais là on entre dans un côté beaucoup plus acting. Tu peux justement, pour moi tu as ce qu'on appelle différents moteurs de jeu. Moi j'en suis au stade, après ça peut vraiment évoluer, parce que pour moi ce jeu d'acteur c'est du travail, c'est le travail de toute une vie, quoi. Mais tu peux dire, la zone dans laquelle j'aime bien travailler en ce moment, c'est dire, pour certains personnages, mon moteur de jeu, pour le vieux monsieur par exemple, ça va être ma voix et la manière de mettre mes épaules. Pour ce personnage-là, ça sera plus la manière dont il met ses pieds. Donc souvent je pense quand c'est physique, ça va t'aider un peu. Et après sur le jour même, ça va dépendre, quoi. Mais typiquement par exemple, tu vois, c'est limite plus facile pour moi de retrouver mon personnage de vieux plutôt de retrouver la génération de quelqu'un qui est de mon âge. Des fois quand je joue quelqu'un de mon âge, je vais juste jouer moi, teinté de quelque chose. Après il y a d'autres choses qui jouent, comme nous on a des costumes qu'on choisit aussi pendant le spectacle, et le costume peut parler aussi. C'est-à-dire si je mets un chapeau bizarre, si je mets une veste qui me serre un peu, si au contraire je mets un truc très très large, je peux trouver aussi mon personnage là-dedans. Parce que dans l'histoire de famille aussi, il y a le personnage que tu incarnes, par exemple le grand-père, mais nous aussi on va se retrouver à jouer dans des situations, des personnages tertiaires qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, imagine que tu joues avec nous et qu'on ait défini que je sais pas, tu es... un truc qu'on a joué récemment, par exemple, c'est une personne qui était très doux et très gentil dans la vie de la famille, mais qui est tyrannique dans sa vie en dehors de la famille. Donc imaginons que ton personnage soit comme ça, et moi je vais jouer ton père dans
dans la situation familiale. Mais à côté de ça, il y a un moment, on a envie de voir ta facette tyrannique, donc à ton travail. Mais là, je jouerai un personnage secondaire que tu vas martyriser. D'accord. Tu vois. Ouais. Et là, du coup, je jouerai plus du tout le même personnage, sachant que tout ça, ça va très très vite. Tu décides pas à l'avance du spectacle, évidemment, tu vas le décider sur le moment. En général, ça va commencer par soit toi qui va initier une scène en étant tyrannique, soit quelqu'un qui arrive et qui va dire Sacha, s'il te plaît, arrête de me frapper, on est en pleine réunion de travail. Et là, du coup, c'est le signal pour tout le monde de dire ok, c'est la scène où on va jouer des personnages secondaires qui se font martyriser par Sacha. Ok. Et est-ce que tous les personnages que tu incarnes sur scène, tu les as déjà testés en répétition? Certains oui et d'autres non, parce que pareil, c'est assez ouvert et je pense que c'est différent aussi selon les improvisateurs et les improvisatrices. J'ai l'impression que dans pas mal de cas quand même, on est un peu plus la plupart du temps sur des personnages qu'on a déjà testés. Ouais. C'est un peu comme en clown, tu vois, tu trouves aussi ton personnage qui a une énergie qui te correspond, qui a un rythme qui te correspond. Mais comme toujours, on n'est jamais à l'abri de découvertes. Donc ce jour-là, je l'ai pas décidé, mais on a, je sais pas, dans la dotation que tu as eue, il y aura eu besoin à un moment donné que je joue un personnage tertiaire qui soit déprimé. Peut-être parce que, je sais pas, ton métier, c'est de réconforter les gens déprimés. On va tous jouer des gens déprimés que tu vas réconforter. Et bien peut-être qu'en jouant ce personnage déprimé, je vais me dire, ah tiens, c'est marrant, ça m'a plu, j'ai joué ça, je me suis bien senti dedans. La prochaine fois, du coup, ça va ressortir sur scène. Tu vois. Donc c'est un peu, encore une fois, on se laisse découvrir des choses. Naturellement, il y a plein de choses qu'on va faire qui sont peut-être dans des choses qu'on a déjà connues, mais on est aussi, de temps en temps, je vais faire un personnage, je vais surprendre mes partenaires. Tiens, c'est marrant, c'est un personnage que le mec n'a jamais fait. Et puis en général, moi en tout cas, ça marche comme ça. Des fois, je teste un personnage, ça fonctionne bien, et c'est ça qui me donne la confiance de le faire plus tard. Mais c'est aussi possible que, en répétition, si on fait un atelier spécifique sur les personnages, le but aussi, parfois, dans un atelier spécifique de personnages, un des objectifs ou une des bénéfices de ça, c'est qu'à la fin, tu auras travaillé, tu auras découvert un personnage que tu fais rarement ou tu n'as jamais fait, et puis tu l'as. Ou alors un personnage que tu fais rarement, et dans cet atelier de travail, tu l'as précisé, quoi. Et est-ce que toi, tu as un personnage fétiche que tu fais vraiment régulièrement? Pareil, je pense on a un peu tous nos personnages refuges. Donc dans l'histoire de famille, je me suis retrouvé souvent à faire, je pense, les deux que je fais très souvent. Après, c'est le public qui les donne aussi. Donc, je pense que c'est aussi lié à... Je me suis rendu compte à ce qu'on dégage, tu vois. C'est-à-dire, moi, l'an dernier, j'ai vraiment joué très souvent les enfants. Je pense, j'ai dû jouer sur 40% des représentations que j'ai faites, j'étais enfant, quoi. Parce que si tu vois mon visage, j'ai un visage peut-être un peu enfantin aussi, j'en sais rien. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais toujours est-il que cet enfant, je l'ai souvent fait. Et le personnage du vieux et de l'enfant, je pense que c'est un peu les deux personnages que j'incarne un peu plus souvent que les autres dans l'histoire de famille. Les deux opposés. Et où est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer tous ces personnages? Parce que du coup, en impro, on en crée tout le temps. C'est quoi? C'est dans le quotidien, des gens que tu connais? Je sais pas trop. Pas trop dans les gens que je connais, je pense, même si je sais que c'est une technique de travail possible. Ouais, je pense que c'est plus parce que on a testé des outils. Et moi, comme je prends pas mal de stages, maintenant j'en donne plus que j'en prends, mais il y a un moment je prenais pas mal de stages. Et dans ma formation de clown, on a travaillé certaines choses aussi. Mais notamment, je pense, dans la formation de clown, j'ai pu faire des choses qui m'ont inspiré ou qui m'ont précisé certaines choses sur les personnages. L'enfant, par exemple, je pense que c'est né quand on a fait la formation de clown. Pendant une semaine, on a travaillé les bébés, tu vois. Donc, le enfant bas âge que j'ai fait, il y a certaines choses qui s'inspirent de ce travail de bébé, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as d'autres projets avec la compagnie des Smoking Sofa actuellement en préparation? Oui. Alors, on est en train de préparer un nouveau spectacle pour la saison prochaine. Ce nouveau spectacle s'appelle Rien ne va plus. Ok. C'est un spectacle dans lequel on va mettre du jeu chaotique. Et l'idée, c'est que on va incarner des personnages qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'ont pas beaucoup de talent pour y arriver. C'est un peu dans l'esprit d'un jeu qui s'appelle Fiasco. On est un peu dans le monde des années 80 américain,
où des gens ont des projets souvent un peu criminels, souvent des plans un peu alambiqués pour arriver à leur fin. Et bien finalement, parfois ils vont y arriver, mais très très souvent ils vont vraiment se rater parce qu'il y a beaucoup de facteurs chaos qui arrivent. Donc le spectacle s'appelle Rien ne va plus et on va commencer à le jouer. On va jouer début mars 2024 à la Folie Théâtre pendant 3 mois. Super, on viendra voir ça. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et tu as d'autres projets en cours avec d'autres compagnies peut-être? Oui, moi je suis dans une compagnie aussi qui s'appelle La Compagnie qui pétille. Ouais. C'est une compagnie qui fait de l'impro engagé. C'est le spectacle dans lequel je joue dans cette compagnie, parce que la compagnie en a plusieurs, s'appelle Freaks. Donc Freaks comme ces créatures qu'on trouvait à l'époque dans les cirques, qui sont des créatures bizarres. Comment on appelle ça, la femme à barbe, comment on appelle ça déjà, les acrobates siamois, ce genre de personnes-là. Et tu sais, c'est un terme où à l'époque était très péjoratif, mais comme dans beaucoup de minorités, au final on récupère en fait ces termes-là, on les utilise aussi comme un mot empouvoirant. Et du coup, Freak, ça parle de nos identités, de toutes nos différences, donc nos identités de genre, d'orientation sexuelle, de minorités racisées, de religion, de morphologie, de différents troubles aussi qu'on peut avoir, visibles ou invisibles. Et du coup, c'est un spectacle qui parle de ça. Et ça, du coup, on va le jouer au festival Impro en scène aussi. Ok. Ouais. Pour ce spectacle-là, on joue le dimanche 11 juin, c'est ça, à 18h. Top. Et alors, tu donnes aussi des cours d'impro. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection, des méthodes que tu aimes particulièrement enseigner? Oui, il y en a pas mal. Il y a pas mal de stages que je donne qui sont sur la thématique d'un univers que j'ai découvert grâce à l'impro. C'est le réalisme magique. Oh, qu'est-ce que c'est? Du coup, le nom, je trouve qu'il est très joli parce qu'il est intriguant. Ouais. En fait, c'est 2 mots que tout le monde connaît, mais assemblés ensemble, tu peux te demander un peu ce que c'est, quoi. Réalisme magique, en fait, c'est la définition serait, c'est quand tu présentes un univers qui est moderne et qui est commun et qui est presque normal, quotidien en fait au public. Et au bout d'un moment, ce monde est envahi par un élément surprenant, qui soit surnaturel ou fantastique. Okay. Donc c'est un genre littéraire sud-américain qui est né dans les années, je te dis une date approximative, dans les années 50, par un auteur notamment qui s'appelle Gabriel Garcia Marquez. Et c'est un genre littéraire après qui a donné aussi des œuvres de télévision, des œuvres de cinéma. On va dire les œuvres les plus connues dans ce type-là, ça serait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ça serait Amélie Poulain, il y a une ambiance réalisme magique aussi. Un jour sans fin aussi, évidemment. Et dans les pièces de Michalik, il y a pas mal de moments de réalisme magique, dans Intramuros notamment. Donc il y a plusieurs manières de faire du réalisme magique. Mais l'idée, c'est que tu vas présenter un univers très très classique, et au bout d'un moment, il y a un élément fantastique qui va arriver, et ça va souvent renforcer les enjeux émotionnels des personnages, et ça va aussi ajouter une touche poétique à tout ça. Donc ça, c'est un stage que je donne beaucoup. J'ai découvert cette thématique grâce à un improvisateur argentin qui s'appelle Omar Calvan. Ok. C'est un de mes mentors en impro, et c'est un de nos mentors aussi chez Smoking Sofa. Et moi, je donne pas mal de stages sur cette thématique-là. Après, il y a plein de thématiques que j'aime beaucoup travailler, parce que vous l'aurez compris, je suis un nerd de l'impro. Donc, à la fois, j'ai mes thématiques que je travaille depuis des années, que j'adore partager, notamment qui sont la connexion, l'inspiration de l'autre. Et aussi, moi j'aime bien aussi me lancer un petit défi de chaque année, trouver des nouvelles thématiques sur lesquelles travailler, trouver une nouvelle inspiration. Parce que comme je donne souvent des stages, à un moment je me suis dit, mais si je fais ça pendant longtemps, au bout d'un moment peut-être que j'en aurais marre de donner mon 30e stage sur le réalisme magique. Là je dois être à une 15aine, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal. Et ce qui est cool, c'est que d'un côté ça permet d'affiner, mais aussi je me dis... à un moment donné j'ai envie de me renouveler. Après c'est aussi pour les gens aussi, c'est un peu marketing, tu vois, de dire les gens qui ont aimé bosser avec moi, il y a des trous par exemple qui font appel à moi, et j'ai déjà travaillé avec eux 3-4 fois de suite sur un week-end, donc c'est quand même assez long.
Et du coup, au bout d'un moment, il y a un truc au côté de... je me dis, s'ils font appel à moi de nouveau, parce qu'on s'entend bien, parce qu'artistiquement ça fonctionne, il faut aussi que je leur propose quelque chose de nouveau, quoi. Ça arrive aussi, je pense, de mon côté, qui est que parfois j'ai travaillé avec des formateurs ou des formatrices dans l'impro. Au bout d'un moment aussi, parfois on peut sentir qu'il y a un épuisement, tu vois, une fois que tu travailles avec la personne 5-6 fois, comment tu arrives à trouver du nouveau matos, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'enseigner? Ça t'aide aussi dans ton jeu sur scène? Ouais, grave, ouais. Je pense que ça... Il y a une phrase d'un auteur, je sais plus qui c'est, j'avais lu cette citation quelque part, j'avais trouvé ça joli, je crois que la phrase c'était « Je ne le maîtrise pas encore, et c'est pour ça que je l'enseigne ». Donc ça peut faire un peu peur comme truc, mais en fait l'idée c'est de dire j'ai fait cette réalisation de quand tu enseignes quelque chose, c'est là où tu vas devoir décortiquer le sujet, tu vas devoir le formaliser, tu vas devoir l'aplatir, le formaliser, et très souvent ça va te faire prendre des angles d'attaque qui fait que tu comprends beaucoup mieux ton sujet. Et c'est ce qui fait que tu le retiens plus aussi, en fait. Ça, c'est un truc qu'on a découvert avec la partie formation en entreprise d'impro. Je sais pas si tu connais cette histoire on est dans un podcast, mais ça va jouer contre ça, mais les gens retiennent 50% de ce que tu leur dis. Ouais. Je crois que ça passe à 70 par rapport à ce qu'ils voient, mais par contre ils vont retenir 95%, 90% de ce que eux-mêmes ils enseignent. Donc en fait, si tu veux maîtriser une notion, enseigne-la à ton niveau. T'es pas obligé de dire que t'es un expert ou une experte sur ça. À ton humble niveau, tu peux aussi dire, moi c'est ce que je faisais au début, dire voilà, moi j'aime bien ce sujet-là, je vous propose qu'on va travailler ensemble. En fait, en faisant ça, tu la maîtrises, tellement, quoi. Le week-end dernier, ce week-end en fait, on a donné un stage sur la mise en scène improvisée. C'est des notions que j'avais déjà par-ci par-là, que j'avais, notamment quand tu travailles le réalisme magique, tu travailles un peu la mise en scène. Mais là, on a fait un stage 100% mise en scène chez Smoking Sofa. Ça m'a fait retravailler plein de choses et j'ai l'impression de maîtriser mieux ce sujet maintenant que je l'ai enseigné exclusivement pendant 7 heures, quoi. Ouais. Okay. Et donc c'est vraiment très très riche. La plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils deviennent formatrices ou formateurs, prennent un peu du level dans leur style de jeu, dans leurs compétences d'improvisatrice, et c'est hyper utile. Ça permet de voir beaucoup de choses. Ça te met aussi, je dirais parfois aussi, face à tes contradictions. Pour moi, il y a un côté qui est que il y a des choses que tu enseignes, tu te dis aussi, en fait, si j'enseigne ça, il faut que je le maîtrise. Ouais. Donc, parfois, tu vois, ça me met la pression quand je joue devant mes élèves, de dire, ils vont dire, ce prof-là, il enseigne ça, mais il fait pas du tout ça sur scène. Tu te décrédibilises toujours un peu. Alors qu'en vrai, je pense que tu auras le droit. Tu vois, en fait, en impro, on s'autorise pas trop à faire ça. Il y a très peu de gens qui font exclusivement de l'enseignement en impro. Alors qu'au théâtre et au cinéma, c'est totalement admis, tu vois. Il y a des gens, tu vois, Spielberg comme comédien, il doit pas être, on l'a jamais vu, mais on sait pas quel niveau il a, on se dit qu'il a pas un niveau de dingue, tu vois. Et c'est pas le même travail, en fait. Ouais, bien sûr. Mais nous, en tout cas, on est dans ce cycle de, moi j'adore faire les deux, et l'un me nourrit beaucoup par rapport à l'autre. Mais effectivement, très souvent, tu commences par l'aspect plus pratiquant, donc l'aspect comédien, l'aspect élève aussi, ouais. Avoir cette humilité-là, mais quand tu commences à enseigner, tu découvres d'autres couches, c'est vraiment très très utile, je pense. Ouais, très intéressant. Et toi, tu continues aussi de te former? Ouais, moi quand je peux, je le fais. Ouais. Pas mal de clowns en ce moment, justement. Moi j'ai travaillé avec un formateur clown qui est vraiment formidable, qui s'appelle Alexandre Pavlata. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle la Compagnie numéro 8. Ils ont plusieurs spectacles connus en clown, notamment Garden Party et Monstres d'Humanité. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un directeur de clown qui travaille sur une notion qui fait peur à tout le monde, et c'est la notion du rire. D'accord. Donc quand tu travailles avec lui va te dire il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le clown, et c'est le cas. Il y a des gens qui font du spectacle de clown très poétique et très joli, qui n'ont pas forcément vocation à être humoristique. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Et lui, quand il arrive, le message est très clair. Il dit, moi, ce qui m'intéresse quand je monte sur scène, c'est de faire en sorte que le public rigole à tel point qu'il pleure et qu'il se fasse pipi dessus. Ah oui, ça va loin. Évidemment, c'est une boutade pour... Mais je trouve que ça annonce la couleur de dire, on est là
pour retourner le public par l'humour, et ben c'est ça qu'on va faire en fait. Et du coup, je trouve que quand tu es à ce niveau-là et que tu te poses cette contrainte-là, c'est un travail assez difficile et c'est un travail qui est très exigeant, mais c'est génial comme travail en fait que tu fais avec cette personne, avec ce formateur Alexandre, parce que tu sors vraiment tes tripes sur scène, quoi. Et paradoxalement, je pense que c'est avec lui que j'ai le plus improvisé sur scène, parce qu'en fait un exercice que tu vas faire avec lui, c'est tu arrives tout seul sur scène, tu es devant le public. Oui. Donc le public, souvent, c'est les participants du stage. Donc la dernière fois, on était devant 30 personnes. Et tu dois faire rire des gens. Tu dois faire un gars qui fait rire des gens. Ça, c'est quand même hyper dur. C'est super dur, ouais. Mais pour le coup, c'était passionnant parce que tu vois déjà ce que tu vas faire. Et dans l'art du clown et dans cette partie de l'art qu'il enseigne, en tout cas de ce que moi j'en ai tiré, j'espère que je dis pas des conneries, lui il fait travailler ce qu'on appelle l'art du bide, c'est-à-dire que tu vas faire ton gag pour faire rire des gens, et si ton gag fonctionne, très bien, mais ce qui compte surtout, c'est pas ton gag, c'est vraiment je dirais, la réaction et le constat que tu as par rapport à l'effet de ton gag. C'est-à-dire, si tu fais un gag qui a bien marché, et que c'est la fierté que tu vas jouer derrière, cette fierté que tu vas jouer, elle est aussi importante, voire plus importante que le gag que tu as fait. Et les meilleurs moments qu'on a eu dans cet exercice, dans le stage, c'est des gens qui font une blague qui marche pas du tout et qui ont une réaction qui est vraiment, je dirais, naturelle et qui est sincère, teintée de jeu par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Par exemple, une personne qui fait une blague, j'ai vu ça et ça m'a beaucoup fait rire, une amie a raconté une blague et dans le public il y a eu un petit rire et elle était en colère parce que les gens n'ont pas assez ri à sa blague, tu vois. Donc la partie qui a vraiment fait rigoler le public, c'est son jeu de la colère qui était c'est pas normal que vous ne rigoliez pas à cette blague. Il y avait tout dans cette blague. Il y avait un début, une fin et une chute. Pourquoi vous ne rigolez pas? Expliquez-moi. Tu vois, Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est vraiment la sincérité, en fait. En fait, tu peux pas, je pense, en tout cas, tu peux pas trop l'inventer. Tu peux pas décider trop à l'avance. En tout cas, nous, on n'était pas capable de le faire. Après, il y a un travail d'écriture qui peut arriver. Mais ça part toujours d'une base sincère. Tu vois, tu peux pas, en fait, être devant ton bureau, écrire ta blague qui est, je vais faire ce gag-là, je vais faire un salto, je vais faire un truc, je sais pas, je vais faire un bruit de trompette. Et ensuite, j'écris sur ma feuille, je vais pleurer de tristesse, ou je vais être jaloux, ou je vais faire ça. En fait, c'est sur le moment, tu fais ta blague, et par rapport à ce que t'envoie le public, tu réagis de manière sincère. Et là, pour le coup, on improvise encore plus que la majorité des spectacles d'impro que je vois à Paris, parce que tu peux tellement pas prévoir ce que tu fais, quoi. Ouais. Tu vois, parce que si tu prévois ce que tu fais, en fait, ça sonne faux, tu vois. Si tu fais ta blague et que ta colère, elle est pas légitime, puisque peut-être les gens te regardent avec de la peine, mais on n'y croit pas et ça marche pas, en fait. Donc par rapport à l'impro, ce qui est assez proche, c'est que je pense que c'est le clown et l'impro, tous les deux, mais le théâtre aussi a fortiori, mais dans le clown et dans l'impro, tu peux le faire. En tout cas, moi, j'ai trouvé un peu comment le faire, comment le toucher du bout des doigts. C'est juste trouver la vérité. En fait, tu peux jouer tout ce que tu veux en impro et en clown. Du moment que c'est vrai, je pense que ça fonctionne. Donc, d'où le coup de, si tu rates ta blague et que légitimement t'es en colère, comme c'est vrai, ça va fonctionner. Hyper intéressant. Et c'est quoi une semaine type de Meng? En fait, une semaine type de Meng, j'ai constaté, ça n'existe pas, parce que ça change toutes les semaines. Ça dépend vraiment de toutes les missions en fait qu'on me propose. Mais si on faisait un jeu et que je te parle de mes dernières semaines, par exemple, cette semaine, par exemple, j'ai donné un stage hier, je vais jouer ce soir. J'ai donné plusieurs cours d'impro le soir, et la journée j'étais dans une fac qui est pour des développeurs de jeux vidéo. J'ai encore un pied dans mon ancien domaine. Je travaille avec ces étudiants-là en général pour leur faire travailler sur leurs compétences de développeurs de jeux, mais liées aux outils du théâtre et de l'improvisation, qui est lié à l'outil de la créativité. D'accord. En fait, le paradoxe, c'est que j'ai réalisé que quand moi j'ai fait mes études de développeur de jeux, ou même quand j'ai fait mon métier de développeur de jeux, en fait on m'avait pas vraiment appris à être créatif. On était plus dans quelque chose de soit créatif, qui est un peu une injonction bizarre, tu vois, c'est un peu comme si je te disais détends-toi. C'est très bizarre de dire ça à quelqu'un, il va surtout pas se détendre si tu lui dis ça. En fait ça veut rien dire de dire à quelqu'un sois créatif.
Ou même à l'époque, moi j'étais jeune professionnel aussi. Mais quand on me posait des questions en interview, à un moment, très souvent, ça finissait par une question qui était est-ce que vous êtes créatif ? Est-ce que vous êtes une personne créative ? En fait, ça veut rien dire. Ouais. Personne déjà va te dire je le suis pas, parce que c'est l'essence de ce métier-là. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire être créative ? Ça veut tout et rien dire. Quoi. Autant limite quand quelqu'un te dit est-ce que tu es organisé, tu peux vraiment mettre des choses un peu concrètes en disant oui, moi tous les jours je regarde ma to-do list, je vais me prendre rendez-vous tous les matins, je fais un point avec mes équipes, etc. Mais être créatif, c'est vraiment quelque chose de volatile et de non défini. Et dans l'industrie, en tout cas, moi, on était beaucoup plus dans le résultat. Tu vois, on était sur cette personne est créative parce qu'elle a fait ce dessin-là ou parce qu'elle a fait ce jeu-là. Mais tu vois pas le sang et les os qui ont suivi derrière. Tu vois pas non plus le travail d'équipe qui a été derrière. Et en fait, le vrai travail créatif, moi, je l'ai eu dans le théâtre d'impro parce que justement, c'est là où on travaille sur la collaboration. La première fois où j'ai eu une définition de la créativité, je l'ai lu dans un livre d'impro. C'est Keith Johnson, qui est un directeur d'impro très connu, qui est décédé malheureusement maintenant, qui est décédé cette année d'ailleurs, en 2023. Et lui, il avait une très belle définition de la créativité qui était... en fait, la créativité, c'est comme un animal sauvage. Mais imaginons qu'on soit dans cette pièce et qu'on veut avoir un moment créatif, mais il faut inviter cet animal métaphorique dans la pièce, et il faut bien le traiter pour que l'esprit de la créativité soit là. Parce qu'en fait, si on n'est pas dans le bon état, si on ne traite pas ce petit animal de la bonne manière, par exemple si on est très jugeant sur les choses, si on est très négatif dans nos feedbacks, si on se met beaucoup de pression en mode il faut absolument qu'on trouve l'idée du siècle à la fin de la discussion, et bien c'est tout ça qui fait que l'animal créatif va pas être là. En gros, que nous, notre créativité va pas être là. Par contre, si on est en mode, allez, on va raconter des blagues, on va vraiment concrètement, une des techniques, c'est de se raconter des idées de merde, c'est-à-dire, viens, on fait une pièce de théâtre où personne ne joue sur scène, ça nous fait marrer, on va réfléchir dessus, et ça peut nous donner un truc rigolo au bout d'un moment, qui sera pas, au final, évidemment, on jouera pas une pièce où il y a 0 personne sur scène, et encore, pourquoi pas. Et encore, peut-être que tu pourrais dire, tu invites, tu vois, je te dirai à l'instant, mais tu pourrais dire, on fait une pièce de théâtre où il y a personne sur scène, où tout se joue dans le public. Tu vois, ça serait intéressant. Mais cette idée-là, elle part d'une idée de merde qui est, il y aura personne sur scène. Tu vois. Et c'est là où on est un peu plus créatif que, allez, ça serait quoi la méga idée qui va révolutionner le monde du théâtre. Tu vois. Ça serait plus de dire, mais ça serait pas trop con si on faisait un truc comme ça. Ça serait pas trop rigolo qu'on ferait pas trop ça. Tout ça pour dire, voilà, je garde un pied là-dedans, dans le monde du jeu vidéo, et j'essaie d'apporter cette touche créative, parce que c'est vraiment l'impro qui m'a amené ça. Moi, je suis un peu un hippie de l'impro, et moi, je pense que tout le monde devrait en faire, pour ne serait-ce qu'essayer, parce que ça parle pas forcément à tout le monde non plus, mais la plupart des gens que je connais qui ont fait de l'impro, ça a été parfois une petite et souvent aussi une grande révélation sur les interactions humaines, sur se connaître soi, sur notamment sur cet aspect créativité et cette partie écoute de l'autre qui est vraiment importante, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant ? Alors j'imagine qu'il y en a plein en impro, mais est-ce qu'il y en a un particulier dont tu voudrais nous parler ? Ouais, je pense qu'il y en a un. C'est parce que ça résume pour moi vraiment un des grands plaisirs qu'on peut trouver en impro. On jouait un format long, on était jeunes improvisateurs à ce moment-là. J'étais dans une troupe qui s'appelait La Suite. Et en fait, on joue un format long, une pièce improvisée dans laquelle il y a une histoire, il y a un personnage principal, etc. Moi, je jouais un personnage secondaire. Et ce qui avait été placé dans l'histoire, c'était une sorte d'amour un peu bizarre. L'histoire, elle tenait sur le fil, elle n'était pas très claire à ce moment-là. Et une petite blague qu'on avait placée dans le spectacle, c'est que très souvent, quelqu'un dans l'histoire lisait ou avait dans son salon ou avait dans sa maison un livre de Marc Lévy. Okay. C'est vraiment la petite blague, la référence le running gag, tu vois, un petit truc. Au début, ça fait pas trop rire le public. La première fois que tu le places, le public dit pourquoi. Puis c'est le jeu, une technique de l'impro, c'est la répétition fait que c'est drôle, tu vois. Au bout de 3e, 4e fois, les gens se marrent, quoi. Et en fait, à la fin du spectacle, je me rappelle ce truc de l'histoire, elle monte en intensité, donc on est cool, mais on sait pas comment la conclure, on sait pas trop comment faire. Et du coup, j'ai un peu un flash et je me dis tiens, on va faire ça. Et je me suis dit, je vais faire une proposition qui montre que toute cette histoire,
c'était en fait un livre de Marc Lévy. Donc c'est vraiment la blague pour finir, parce que c'est l'extension de la blague, tout ça. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'on ne sait pas trop comment finir cette histoire. Et donc je suis monté sur scène, et j'ai commencé à mimer quelqu'un qui écrivait sur une machine à écrire. Et j'ai commencé à reparaphraser toute la dernière scène qui se jouait. Donc c'était quelque chose du genre Jean-Philippe courait sur les bords du canal de Venise, il se lance sur la gondole pour rattraper Amandine, et manque de bol, il tombe dans l'eau, mais Amandine se jette à l'eau aussi, et bref, je montre que je suis un auteur qui écrit une histoire, et en gros c'est la scène qui se passe. Et là c'est un moment vraiment qui m'a vraiment fait plaisir. Il y a une partenaire qui s'appelle Marine Samza, elle arrive sur scène, et elle sent justement qu'on est à se concerter. Elle comprend parfaitement ce que je veux faire, et elle arrive, je crois qu'elle me met la main sur l'épaule, elle dit « Ah, tu vas encore écrire un chef-d'œuvre, Marc ». Et le spectacle se finit sur ça. Et donc c'est vraiment très satisfaisant pour moi, parce qu'il y a un côté de j'ai une idée qui est un peu farfelue, j'espère mes partenaires vont comprendre, je me lance, et puis il y a une personne qui comprend parfaitement et qui me sert vraiment la proposition pour mettre mon idée en valeur sur un plateau. Et pour moi c'est ça l'essence de l'impro. Un des plus grands plaisirs de l'impro, ça va être ça, quoi. C'est-à-dire, allez, je vais faire un truc un peu fifou, j'espère mes partenaires vont me comprendre, mais je vais pas leur surexpliquer. En fait, le plaisir n'est pas du tout la même. Tu vois, si j'avais dit à Marine, ok, je vais aller faire Marc Lévy, puis viens sur scène et tu me dis ça. C'est vraiment, allez, je me jette à l'eau et j'espère que quelqu'un me lancera une bouée pour me sortir de là. Donc, et l'air de rien, c'est pas si courant les moments comme ça dans l'impro. Et c'est juste trop cool quand ça arrive, quoi. Donc, dans l'idéal, ce genre de moment devrait arriver dans chaque spectacle. Joli souvenir en tout cas. Bien, merci. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre ? J'y vais, pas aussi souvent que je voudrais, parce que souvent je travaille le soir, je donne des cours le soir en fait, où je joue. Mais oui, ça m'arrive parfois encore une fois, pas aussi souvent que je voudrais, mais j'essaye d'aller 5-6 fois par an voir une pièce chaque saison, quoi. Et si tu allais au théâtre ce soir, tu irais vers quoi ? Mais j'ai vu des super pièces cette année. J'ai vu, je sais pas si tu as vu les Gros patinent bien. Ah oui, c'est super. C'était vraiment une grosse claque de waouh. Super pièce. Dans du très classique, j'ai accompagné une amie, Le Roi Lion. Donc c'est très bien aussi. Bon après c'est très grand public, etc. Mais il y a quand même un côté où tu retombes en enfance. Et merci beaucoup Meng pour cette interview. Alors pour découvrir le spectacle Histoire de famille, c'est à la Folie Théâtre jusqu'au 25 juin. Et allez-y parce que c'est super, moi je l'ai vu. Bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.